Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bienvenue dans le numérique pour tous et aujourd'hui une émission spéciale sport à quelques semaines des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors aujourd'hui avec nos invités très spéciaux, on va le dire, vous allez découvrir comment la France identifie et entraîne ses futurs champions grâce au numérique. Quel rapport ambigu les Français entretiennent-ils avec le sport? Et nous aurons également, tenez-vous bien, le plaisir de recevoir un athlète qui est en négociation avec Elon Musk pour aller dans l'espace. Le numérique pour tous spécial sport et numérique, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir un champion. Il a réalisé la traversée de la Manche à la nage. Il a relié les 5 continents à la nage également. Il a été pilote sur le Dakar en 2017. Il a sauté en parachute. Il a nagé avec des icebergs. Je vais m'arrêter là, mais il a quand même porté la flamme olympique en 2024. Et je pourrais continuer tellement la liste est longue. Et tout cela, mesdames, messieurs, après un grave accident en 1994 dont il nous parlera rapidement. Philippe Croizan, on est ravis de vous avoir en plateau parce que vous avez un agenda de ministre, on va dire, de ministre en ce moment. Ouais, alors là, faut faut faire gaffe, ministre en ce moment. Alors, Philippe, moi, la première question, et j'ai toujours eu envie de vous la poser, d'où vient cette boulimie de vie d'en faire toujours plus avec un peu moins? Parce que pour nos auditeurs qui sont à la radio et qui ne voient pas tout, on va le dire comme ça. J'adore la phrase. En faire plus avec un peu moins. Vous n'avez ni bras ni jambes, vous avez été amputé. Voilà. Exactement, j'ai eu un accident électrique en 1994. J'ai démonté une antenne de télévision et derrière moi, il y avait une ligne de 20 000 volts que j'ai heurtée. Et donc le courant est rentré par les mains et est ressorti par les tibias. Et pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les 4 membres. Ouais. Mais si la vie en avait décidé autrement, est-ce que vous feriez autant de choses? Parce qu'il faut le dire aussi, là, vous êtes tous les jours en conférence, vous n'arrêtez pas, vous êtes invité partout. Il faut avoir l'énergie de faire tout ça. Ouais, je fais ma conférence spectacle, je fais à peu près entre 100 et 120 dates à l'année. Donc c'est un gros moment d'émotion. Il y a un de vos collègues l'autre jour, journaliste, qui m'a dit mais on vous entend à la radio, on vous voit partout, enfin vous êtes à la télé, vous faites des conférences, vous écrivez des bouquins, mais comment vous faites? Je dis j'ai réussi ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire, j'ai réussi à me couper en 4. Donc joli. Comme ça, je peux être partout à la fois. C'est joli, c'est parfait. Alors Philippe, vous avez une actualité assez importante et on va commencer par votre actualité d'entrepreneur. Vous avez lancé une application qui s'appelle VIP pour aider les personnes à mobilité réduite à trouver une place de parking. Pourquoi d'abord, d'où est née cette idée? Et vous avez le sentiment qu'on manque de civisme en France? On se met sur des places qui ne vous appartiennent pas? On va dire qu'il y a encore un petit peu de boulot, ouais. Vous savez que rien qu'à Paris, on estime à peu près entre 20 et 30 000 fausses cartes de stationnement PMR qu'on peut acheter aujourd'hui sur Internet aisément. Donc et malheureusement avec ces nouvelles voitures qui balayent là, ils verbalisent mais ils vérifient pas si la carte handicapée est vraie ou fausse quoi. Donc c'est un peu embêtant. VIP est venu dans mon bureau avec mon ami Thierry Garot. Je dis je galère quand je vais me garer à Marseille, Paris, Bordeaux. Enfin je trouve pas la place. C'est une partie de cache-cache. Et je dis et là on se dit mais si on crée une application pour trouver des places de parking à travers toute la France. Et on a commencé ça et on s'est dit mais une fois qu'on est garé, on va aller un peu plus loin. Donc on a déclaré aujourd'hui toutes les boulangeries, les pharmacies, les restaurants accessibles. On a rentré toutes les plages accessibles de France, les toilettes PMR accessibles. Vous voyez, c'est l'accessibilité universelle à travers en une application. Vous avez tout ce que vous avez besoin. Il y a 2 GPS à l'intérieur. Enfin, vraiment. Et en plus, elle est participative parce que vous pouvez déclarer vous-même un commerce accessible. Et là, je m'adresse aux petits commerçants. Vous savez qu'un commerce accessible, c'est à peu près entre 10 et 12% de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc grâce à l'application aujourd'hui, votre lieu il est accessible. Téléchargez Very Important Parking sur tous les stores. L'application est 100% gratuite pour tout le monde. Et vous pouvez déclarer votre commerce. Et ça, c'est formidable, non? Donc vous êtes entrepreneur? Exactement. Aujourd'hui, entrepreneur avec VIP, ouais. Et donc pour nos auditeurs, on va après cette émission sur l'Apple Store ou sur le Play Store. Et donc là, on peut télécharger VIP ou WIP? Non, il faut taper Very Important Parking. D'accord. Et là, vous la téléchargez et vous amusez avec. Et l'application, surtout, elle est 100% gratuite. Elle est pour les personnes à mobilité réduite, elle est pour les personnes âgées, elle est pour les aidants, elle est pour les parents avec des poussettes. Quand on est en galère de mobilité, on télécharge VIP et c'est terminé. On n'est plus en galère. On trouve tous les lieux accessibles de France. Là, on va rentrer également aussi tous les lieux touristiques. Grâce à l'application. À l'approche des vacances. Voilà, c'est vraiment excellent. chouette. Alors, je le disais en introduction, vous lancez également je disais que vous êtes très très occupé et vous lancez un cahier de vacances en collaboration avec Philippe Cavrière qui officie sur RTL tous les matins et au profit d'une association contre le cancer pédiatrique qui s'appelle Léo. Ce
ce cahier de vacances, c'est quoi? C'est pour ne pas oublier les bases du français ou des maths, ou c'est quoi l'objectif? On va dire qu'on n'est peut-être pas parti tout de suite là-dessus. Mais il y a des exercices, de maths, de français qu'on peut faire avec les enfants. Mais ce qu'on peut pas faire avec les enfants, c'est peut-être raconter les histoires qui sont à l'intérieur. C'est un cahier de vacances pour adultes. On avait envie de se défoncer les zygomatiques, de rigoler un bon coup. Je pense que dans la période où on est, on en a besoin. Et voilà, c'est un cahier de vacances vraiment pour adultes où il y a plein de blagues. Tout le monde en prend plein son grade, dans tous les sens du terme. Et voilà, on rigole et on peut faire des exercices avec les enfants. Bon, je vais en partager une quand même. Donc une blague. Qui peut espérer battre Teddy Riner sur un tatami? La réponse, et vous les trouverez à la fin du cahier de vacances: un tigre du Bengale, un terroriste avec une ceinture d'explosifs ou Jean-Claude Van Damme qui vient de boire de l'eau. Donc voilà, vous avez tout ça pour vous amuser cet été. Voilà. Et là, c'est que... Mais ce qui est génial, c'est que là, il y a la vanne du départ et la réponse de la vanne est à la fin du cahier de vacances. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a plusieurs types de lectures. Moi, il y en a une que j'adore dedans, c'est on a dessiné un globule rouge d'un sportif de haut niveau, vraiment préparé pour les Jeux, et on a dessiné la globule rouge de Gérard Depardieu. Et vous savez, c'est le jeu des 7 erreurs, sauf que là, il y en a 215 à trouver. L'idée, elle est née comment L'idée est venue avec Artaud. On voulait faire un cahier de vacances et j'ai tout de suite pensé à Philippe Cavrivière et à l'association qu'il défend, le cancer pédiatrique, l'association Léo. Et voilà, et j'ai appelé Philippe. Je dis, est-ce que tu veux faire un cahier de vacances ensemble? Et les bénéfices iront pour l'association Léo. Et on est parti là-dedans. On s'est éclaté comme des dingues avec les co-auteurs et surtout avec Camille. Camille, la dessinatrice. La dessinatrice, elle est exceptionnelle. Camille, elle nous a fait des dessins vraiment géniaux, quoi. Génial. Alors, encore sur votre actualité, et celle-là, on va pas la manquer. On va aller sur le terrain des Jeux Olympiques qui approchent à grands pas. On vous a vu porter la flamme olympique en Charente. Ouais. Quel rôle allez-vous jouer, vous, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques? Déjà, rien que la flamme olympique, on m'a proposé soit de faire l'arrivée avec les élus ou de la porter au début avec les enfants. Ma réponse a été très rapide. Je vais le faire avec ceux qui ont le sourire, les enfants. Et j'ai vécu un moment de bonheur extraordinaire. Il y avait les lycéens, les collégiens, les primaires, mais il y avait même des petites maternelles. Et les mecs de la sécurité me disent surtout, Philippe, tu vas tout droit. Et j'arrêtais pas de zigzaguer pour aller voir tous les gamins dans tous les sens. J'étais l'homme le plus heureux du monde. Et pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, j'ai eu la chance qu'RTL me propose d'avoir une chronique. Donc je serai à la matinale d'RTL tous les matins. C'est bien la matinale tous les matins. Vous allez nous prendre des auditeurs. On est bien. Et le soir au Club France, toujours avec RTL. J'ai 2 chroniques par jour. Et voilà comment j'ai ressenti les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Je vais être les yeux, les bras et les jambes de tous les auditeurs qui vont pouvoir m'écouter. Alors je rebondis sur les Paralympiques. Les Français les boudent un petit peu, alors que quand on regarde les Paralympiques, il y a une dose d'émotion, on en prend plein la vue, c'est extraordinaire. Où est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Moi j'ai des souvenirs extraordinaires. Enfin, je me souviens de Londres 2012 ou les autres Jeux Paralympiques. Enfin, c'est une émotion. C'est vraiment une émotion. J'invite vraiment les auditeurs à venir avec leurs enfants. C'est pas l'histoire de prendre une claque ou quoi que ce soit, c'est de vivre une émotion, de vivre le sport autrement. Et c'est vraiment, à chaque fois, moi, la course qui m'a vraiment ému le plus possible, c'était Londres 2012, la finale du 100 mètres de Marie-Émilie Le Fur, quand elle tombe par terre et qu'elle attend à l'écran géant et qu'elle pousse un cri, et 80 000 personnes reprend son cri. Enfin, j'en ai encore les poils qui s'hérissent tellement c'était magnifique, c'était beau. Et j'ai envie de le revivre avec les Jeux Paralympiques en France. Donc vraiment, s'il y a un message fort, venez avec vos enfants, venez en famille, venez voir les Jeux Paralympiques, vous n'allez pas le regretter. Vous n'allez pas le regretter, vous allez après en parler avec vos collaborateurs, avec votre famille, avec tout le monde en disant « Waouh, on a vécu un moment de dingue !» On s'attendait pas à ça, quoi. Ouais, il reste des places, allez-y, c'est pas cher. Elles sont accessibles. Alors Philippe, il semble aussi que vous êtes en négociation avec Elon Musk pour aller dans l'espace. C'est une info ou c'est une intox, ça? Alors on est sur une info, parce que après j'ai passé 12 jours avec lui à Cap Canaveral. Il m'a invité, tout ça part d'un tweet, d'une blague à la base, d'une vanne. Racontez-nous. La vanne, c'est au début, je dis à mes followers, si j'atteins 50 000 followers avant Noël, on est à 2 mois de Noël, j'envoie un tweet à Elon Musk pour qu'il m'envoie dans l'espace. Et je fais 50 000 followers en 2 heures. Donc je dis là c'est mort, faut que je fasse un tweet. Et dès que je fais un tweet, je dis salut Elon, je suis un aventurier français, j'ai pas de bras, pas de jambes, envoie-moi dans l'espace. Et je mets 4 photos, son en parachute, le Dakar, la plongée sous-marine et la natation. Et j'envoie le tweet. Et les gens se moquent de moi une nouvelle fois, le tweet cartonne. Et quelques heures plus tard, Elon Musk me répond, il me dit écoute Philippe, quand Starship est prêt, je pourrais t'envoyer dans l'espace. Je dis écoute Elon, si c'est vraiment toi, écris-moi un message privé. Et là, il m'a écrit un message privé, il me dit non mais c'est vraiment moi, il me refait un laïus. Et là, je dis écoute, si c'est vraiment toi, maintenant donne-moi ton adresse mail. Et là, il m'a envoyé un smiley qui pleure. Et depuis, on est resté en contact. Et moi, vous savez, quand je rencontre Elon Musk ou je rencontre n'importe qui, il rencontre Philippe. C'est pas parce que je vais rencontrer quelqu'un d'important ou que je vais changer. Il rencontre Philippe, donc je fais de la vanne, je suis sérieux, ainsi de suite. Et on échange bien. Et quelques semaines plus tard, il me dit écoute, je t'invite avec Susanna, faut que tu viennes avec Cap Canaveral. Et j'ai passé 12 jours, on a assisté au décollage de Jared Isaacman, on était à l'amérissage et tout. Et en repartant, ils m'ont dit écoute, quand Starship est prêt, on réfléchit pour t'envoyer dans l'espace.
Bon, les 3 premiers Starship ont explosé. Je vais attendre encore un petit peu. C'est ça, attendez un petit peu, ouais, complètement. On va pas être pressé. Complètement. Ce qui est bien en fait avec vous, c'est qu'on peut rire de tout, Philippe. Mais en fait, j'ai envie de vous demander, on peut encore rire de tout aujourd'hui ? Mais ouais, alors on peut rire de tout, mais dans son domaine. C'est ça qui est un peu triste, quoi. Donc moi, je peux rire de tout dans mon domaine, mais je peux pas aller au-delà de mon domaine, sinon je me fais défoncer la tronche en un rien de temps, quoi. Il y a que Philippe Cavrivière qui a le droit, parce que lui, on est dans l'humour noir. C'est ça, c'est son. Bon, vous en parlez beaucoup. Hein, il faut qu'on garde nos auditeurs sur Sud Radio quand même. Philippe. Pardon. Et donc... On l'aime beaucoup. Hein, il est très drôle. Ouais, mais... ouais. Et donc voilà, aujourd'hui, je pense que chacun a défendu sa communauté. Mais vraiment, chacun. Et on a été tellement dans la défense qu'on a attaqué après l'humour et qu'on n'a plus le droit d'attaquer les gens. Je sais pas, par exemple, la communauté gay, la communauté handicapée, si c'est pas un handicapé qui rigole, et la communauté, vous voyez, plein de communautés. Ils ont tellement défendu la cause que maintenant on est dans de l'extrémisme de la cause, de la défense de la cause. Et on peut plus rire de... Et ça, c'est dommage. On ne peut être que dans l'autodérision, c'est ça que vous voulez dire ? On peut être que dans l'autodérision, exactement. Moi, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, je vais très très loin. Je pique des fois un peu fort. Les gens rigolent, mais des fois ils se disent, waouh, là, il va vraiment trop loin. L'autre jour, ils ont retrouvé en Belgique, je crois, ils ont retrouvé un frigo. Et dedans, il y avait des bras et des jambes d'êtres humains. C'était les vôtres ? Ben non, mais moi j'ai tweeté, je dis le frigo m'intéresse. Le reste, je m'en fous. Philippe Croizon, on est ravis, on pourrait vous écouter des heures, mais en tout cas, merci beaucoup. Partagé. Je rappelle le cahier de vacances sportives des deux fils, paru aux éditions Artaud, et vous ferez une bonne action pour l'association Léo. Et vive le sport pour tous. Et vive le sport pour tous. Restez avec nous, on marque une courte pause et l'on se retrouve pour mieux comprendre comment la France identifie et entraîne ses futurs champions olympiques dès le plus jeune âge. A tout de suite, c'est dans le numérique pour tous et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et maintenant, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Sanaor. Frédéric, bonjour. Vous êtes directeur général de l'Agence nationale du sport. Et en fait, on ne le sait pas forcément, mais sans Agence nationale du sport, il n'y a pas d'athlète. Vous pourriez nous dire un petit peu ce que fait justement cette agence qui est toute jeune, mais qui a de belles ambitions? Bonjour, merci déjà pour cette invitation. Effectivement, l'Agence nationale du sport a été créée en 2019 avec cette volonté, en se projetant vers Paris 2024, de réussir les Jeux, de mettre toutes les chances de notre côté, aux côtés des athlètes, aux côtés des coachs, des staffs techniques et des fédérations, pour réussir Paris 2024. Et pour ça, il fallait s'y prendre le plus tôt possible. Et donc, quelques mois après la décision à Lima d'accueillir les Jeux en France, cette Agence nationale du sport a été construite avec deux objectifs. La haute performance et le haut niveau, pour réussir les Jeux et classer la France au plus haut niveau des nations. Et puis, accompagner le sport pour toutes et tous au quotidien, celui qu'on connaît tous les jours sur l'ensemble de nos territoires. Mais alors, cette fabrique de champions, pourquoi il n'y en avait pas avant? Comment ça se fait? Il y a une évolution un peu dans les mentalités ou Alors, bien sûr, les athlètes et les coachs ont existent bien avant l'Agence nationale du sport et fonctionnent surtout autour des fédérations, autour des clubs de sport qui existent dans l'ensemble de nos villes. Mais le rôle qu'on a pu confier à l'Agence nationale du sport, c'est d'essayer de sublimer tout ça, d'aller encore plus loin et d'apporter une valeur supplémentaire pour gagner les quelques secondes, les centimètres, tout ce qui va nous permettre de ne plus être forcément 5e, mais 4e ou 3e ou 1er. Et c'est ça notre enjeu, c'est d'aller chercher des médailles d'or, c'est d'être sur le podium et d'aider les sportives et les sportifs souvent à accomplir leurs rêves, parce que c'est avant tout leur projet personnel. Mais comme ils font rayonner la France et qui rendent fiers l'ensemble du pays, c'est la moindre des choses que d'essayer de les soutenir le mieux possible. Alors expliquez-nous très très concrètement, pour nos auditeurs qui veulent comprendre comment un sportif se détecte tout jeune et puis comment vous l'accompagnez. Prenons le pôle haute performance, donc qui va former, si je comprends bien, détecter avant tout les athlètes. Comment ça fonctionne du début jusqu'à la fin, avant d'être sur un podium et médaillé peut-être avec une médaille d'or? Alors la chaîne de valeur dans le sport est grande parce que on commence avant tout dans un club, une association sportive à quelques centaines de mètres ou minutes de chez soi, et on découvre un sport, on découvre une discipline, et à partir de là, le premier objectif, c'est déjà d'avoir goût à travers le sport, la pratique, l'effort, le jeu, et c'est ce que font nos centaines de milliers de clubs sportifs en France tous les jours de l'année. Et ensuite, il y a tout un parcours, une organisation, une filière du sport de haut niveau. Parfois, on parle même de pré-filière. On a des sports où la maturité est très très précoce. On peut parler de la gymnastique, du tennis de table, dès l'âge de
8, 9, 10, 12 ans, eh bien, on est déjà identifié pour suivre un parcours de haut niveau et de formation. Donc, c'est avant tout les fédérations sportives qui sont vraiment la structure, l'institution qui ont pour mission d'identifier, de détecter les jeunes talents et ensuite de pouvoir les accompagner à travers tout un parcours, des pôles jeunes, des pôles espoirs, des pôles France et de les accompagner dans leurs compétitions sportives avec les meilleurs entraîneurs, les meilleurs coachs, les moyens les mieux identifiés possibles et aussi du matériel de qualité. C'est toutes ces questions-là qu'on essaye de mettre en lumière et avec des moyens financiers aussi, ça fait partie de notre rôle pour pouvoir aider ces projets et ces jeunes pépites à être détectés. Mais avant d'être détectés, il faut qu'ils poussent la porte des clubs, il faut que les parents aient envie d'inscrire les enfants dans les clubs. Et ça, c'est un message très fort. On pense qu'à la rentrée sportive après les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, on va avoir une rentrée sportive exceptionnelle et donc il faut que nos clubs soient en configuration avec leur municipalité, leur commune, d'accueillir le maximum de jeunes et de moins jeunes qui ont envie de pratiquer une activité sportive. Très clair. Alors le numérique joue un rôle important pour accompagner justement cet entraînement et cette mesure des performances. Comment vous l'utilisez au quotidien Pour nous, c'est vraiment un des leviers qu'on a essayé de développer depuis 5 ans. Alors, il y avait déjà un laboratoire qui s'occupait de la data à l'INSEP, dans le bois de Vincennes, mais on a vraiment souhaité élargir cette approche-là, aussi bien pour les athlètes olympiques que les athlètes paralympiques également, et on y a cranté également la question de la recherche appliquée à la très haute performance sportive, notamment avec l'Agence nationale de la recherche. Concrètement, ça veut dire réfléchir sur le profilage du matériel pour les sportifs paralympiques, des essais en soufflerie. On a d'ailleurs mené un partenariat avec Airbus pour développer ce type d'action. Ça peut être aussi sur les prothèses, faire en sorte qu'elles soient plus résistantes, plus légères, mieux adaptées au parcours et aux disciplines des athlètes. Et puis c'est aussi beaucoup pour nous l'analyse de la concurrence, l'analyse, comme on l'appelle, des couloirs de performance pour voir si, en fonction de son âge, de sa discipline et de ses performances, on est au plus haut niveau international ou si on en est très éloigné. Et quand on parlait de détection ou d'accompagnement, c'est vrai que lorsque on est à fort potentiel, eh bien, ça nous permet de venir greffer tout un tas de services complémentaires qui soient médicaux, d'entraînement, de charge d'entraînement, de niveau d'entraînabilité, de soutien à la charge d'entraînement qui viennent s'agréger et qui nous permettent de rester soit au meilleur niveau, soit de continuer à Alors, ça veut dire quoi? Vous allez mettre plein de capteurs sur les sportifs pour comprendre un peu comment fonctionne, je sais pas, leur cœur, leur flux sanguin, leur performance? C'est un peu ça, c'est un peu ce qu'on vit tous les jours dans notre quotidien quand on va courir et qu'on utilise son téléphone ou qu'on a une montre connectée. C'est un peu la même chose. Aujourd'hui, la data, c'est largement simplifié. On a des capteurs beaucoup plus facilement, moins lourds. On a la capacité de se plugger pour récupérer ces données de manière beaucoup plus simple. On a des logiciels ou des applications beaucoup plus ergonomiques. Donc tout ça fait que l'utilisation de la data s'est largement simplifiée ces derniers temps. Nous, ce qu'on fait, c'est que on a vraiment un système qui s'appelle le Sport Data Hub qu'on a développé en parallèle de la création de l'Agence nationale du sport, dans lequel justement on a une énorme collecte de données qui nous permet de comparer par rapport à la concurrence, de comparer entre deux disciplines, parce que parfois on peut être de niveau national au basket et pas forcément international, mais on peut, en fonction de ses qualités athlétiques, pouvoir répondre à des objectifs de très haute performance dans d'autres sports. Et ça vaut sur des croisements qu'on fait assez peu en France dans plein d'autres disciplines. Alors bien sûr, le sujet, c'est avant tout que l'athlète aille vers le sport qu'il veut, mais s'il veut performer à très haut niveau, parfois il y a des passerelles qui sont possibles. Et donc la question de l'interdisciplinarité est très importante. Et donc la data, ça nous permet de faire tout ça. Et c'est vrai que c'est nouveau, et c'est pour nous avant tout une aide à la décision dans les moyens qu'on flèche et dans les actions qu'on développe au quotidien avec les fédérations et les sportifs. Oui, parce qu'il semble aujourd'hui que chaque athlète a un score quelque part, et en fait son score qui correspond à sa performance va permettre d'avoir des classements internationaux pour mesurer. En fait, ce sont des produits. Les athlètes sont
sont devenus des produits. Alors c'est vrai qu'il y a un ranking, il y a un classement qui est fait en fonction de ses performances, performances pures, mais aussi en fonction de ses résultats dans les compétitions sportives. Donc tout ça, ça nous permet de nous positionner. Et c'est certain que pour nous, c'est très important de voir les athlètes qui sont dans le top 10, voire le top 5 mondial, parce que forcément, c'est des chances de médailles potentielles. Et donc on a créé autour des sportifs de haut niveau listés sur les listes ministérielles un cercle de la haute performance qui identifie vraiment les 600 sportives et sportifs qui sont dans cette notion de potentiel médaillable très fort. Et derrière, effectivement, on leur apporte plein de services. Vous parliez tout à l'heure d'exemples concrets. La data aujourd'hui, avec les casques VR, par exemple, réalité augmentée, sur virtuelle, la boxe, ça nous permet d'avoir des jumeaux numériques qui permettent de s'entraîner sans forcément prendre de coups. Donc ça, pour le coup, c'est concret, c'est simple. Et ça permet de se mettre en situation. L'athlète met le casque et il se bat, mais contre personne, mais dans un casque. Exactement, tout comme aujourd'hui sur la puissance qu'on peut mettre dans le cyclisme, sur le cyclisme sur piste. On connaît tous Mathilde Gros qui nous rapporte énormément de médailles chaque année. La puissance qu'on peut mettre sur le pédalier, qu'on peut mesurer pour les techniciens à 200 Hz, ça nous permet de voir le niveau de forme et le niveau de performance pure de l'athlète et de continuer à travailler avec elle sur ses objectifs. Alors Frédéric, avec tout ça, donc ça veut dire que vous nous avez préparé des athlètes hors normes pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. C'est quoi un peu sur le podium, on peut commencer à dire un peu où est-ce qu'on sera les favoris ? Alors, c'est aujourd'hui, nous, on mise sur l'ensemble de la délégation. Bien sûr, on a tendance à accompagner les athlètes pour dire qu'on vient au jeu pour faire un résultat, pour performer, pour se dépasser, battre ses propres records et essayer de faire mieux que la fois précédente. Donc on a effectivement cet objectif du top 5 pour les Jeux Olympiques. Donc c'est une ambition assez forte. Et on a l'objectif du top 8 pour les Jeux Paralympiques. Donc voilà, ça dresse une projection. Et derrière, on a des sportives et des sportifs d'exception. Allez, quelques noms. On sait qu'on a une équipe de basket hommes qui est assez impressionnante avec plusieurs joueurs identifiés parmi les meilleurs joueurs mondiaux. On peut parler de Victor Wembanyama, on peut parler de Rudy Gobert, de Bilal Koulibaly ou Evan Fournier. Ça, c'est effectivement pour nous des enjeux très forts. On était vice-champion olympique à Tokyo et donc on a cette ambition d'aller encore plus loin face à des équipes exceptionnelles, pour pas dire légendaires. Je pense à la Team USA. Mais on a aussi derrière nos handballeuses, nos handballeurs, champions olympiques, champions du monde, qui vont continuer à être présents. On a bien sûr, vous parlez du judo tout à l'heure, des enjeux autour de Teddy Riner, de Clarissa Agbenenou, et bien sûr, un peu plus tard, sur d'autres sports, on aura le paralympisme, on a des champions d'exception, en natation aussi, bien sûr, on peut parler de Léon Marchand, de Florent Manodou. Donc voilà, tous ces profils-là, toutes ces personnalités seront présentes au jeu. Ils ont déjà montré pour beaucoup qu'ils sont en train de performer. On a d'excellents résultats en ce moment, aussi bien sur les Jeux Olympiques qu'en projection sur les Jeux Paralympiques. Donc voilà, on est dans les bonnes conditions. Grâce à votre agence, en fait, on risque d'avoir de très très bons athlètes et d'avoir de belles surprises en médaille d'or. 30 secondes pour conclure, Frédéric, à tous les parents qui ont des ados qui passent à peu près 3 heures par jour sur les réseaux sociaux au lieu de faire du sport. Un petit message, comment basculer, donner envie de faire du sport dans cette période un peu particulière? Alors déjà, je pense qu'on a vraiment tous cet enjeu à effectivement se mettre en mouvement, parce que c'est bon pour le moral, parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est bon pour le lien social, la rencontre avec les autres. Et donc, on a lancé ce programme des 30 minutes d'activité physique par jour à l'école qui doit continuer à s'amplifier. Et puis, avant tout, le sport, c'est un jeu. C'est de l'amusement, c'est de la rencontre avec les autres, c'est du vivre ensemble. Et effectivement, on en a absolument besoin. Et après, je pense qu'il y a assez peu de parents qui reviennent en arrière une fois que on inscrit les enfants dans les clubs, parce que on se fait des copines, on se fait des copains. C'est accessible financièrement, et ça, les associations sportives font l'effort. On a même un soutien qui est permis grâce au Passeport, qui permet de financer à 50 € chaque licence. Donc voilà, il faut y aller, parce que le sport, c'est la vie. Le sport, c'est de la santé, et donc on compte vraiment sur ces Jeux Olympiques et Paralympiques pour montrer que
on a la possibilité de devenir toutes et tous potentiellement d'immenses champions, mais on a aussi la volonté que la France soit une nation sportive, que le sport dans notre société au quotidien soit encore plus présent. Donc voilà, on compte sur toutes et tous, et notamment les parents, pour inscrire les enfants dans les clubs, parce que voilà, c'est une excellente expérience pour tout le monde. Les futurs champions sur les podiums. Merci beaucoup en tout cas Frédéric Sanaor de nous avoir fait mieux comprendre cette agence nationale du sport et d'avoir préparé nos athlètes. Philippe Croison, je rappelle, le cahier de vacances et l'application Very Importante place Parking, exactement. Et oui, évitez de vous mettre sur les places pour les PMR. Quand vous n'êtes pas PMR, ça sera un bon geste. Voilà. Merci à tous, je vous souhaite de très bons Jeux Olympiques et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.